Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Il y aura de la musique et de la bande dessinée au programme ce soir. On va commencer par la musique et par le jazz avec Jean-François Prince, avec un nouvel album de ce guitariste belge, mais qui a longtemps vécu en Allemagne ou aux États-Unis. Ça s'appelle Blue Note Mode et c'est évidemment une référence à la grande maison de disques américaine. On sera ensuite avec Lilac, chanteur, guitariste, compositeur, auteur bruxellois, avec son nouvel album The Holy and the Free. Et puis on recevra le dessinateur Max de Radiguez avec deux livres. Ce sont deux rééditions. L'un s'appelle Orignal, l'autre s'appelle Bâtard. On fera un petit coup de projecteur, on mettra un petit coup de projecteur sur les violences sexuelles et leurs victimes, évidemment avec Clémence en flamme dans notre micro ouvert. Voilà pour le sommaire. Nous sommes partis. Bonjour Jean-François Prince. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous entrez sur un plateau de télé ? Mais c'est pas vraiment mon décor habituel, mais c'est sympa. Il est beau ce décor. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà venu souvent à BX1 ? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Alors que vous êtes belge, du Hainaut, hein, si je ne me trompe pas au départ, mais quand même bruxellois depuis un certain temps maintenant. Non, je suis né à Bruxelles. J'étais toujours bruxellois, mais j'étais effectivement à l'étranger pendant très longtemps. Ouais. Vous avez envie de vous asseoir ? Volontiers, oui. Oui, alors la place la plus à gauche devant vous, Très bien. juste bien devant le dossier, à côté d'une pile de petits produits culturels. Sur le haut de la pile, il y a votre CD, c'est le dernier. C'est lui. Oui, c'est lui, oui. On va dire un mot du titre déjà. Blue Note Mode, c'est une référence à une grande maison de disques américaine ? Entre autres, ce n'est pas vraiment que ça. La note bleue étant le point commun à beaucoup de musique, bien sûr le jazz, mais aussi le blues. Et Blue Note Mode, c'est plutôt le mode Blue Note pour moi, c'est une façon de voir la musique où on ne fait pas de concessions, on joue vraiment de la musique qu'on a envie de jouer avec toute son énergie et sa force habituelle, mais où il y a toujours présent une grande connexion au groove et au blues. Et c'est une musique qui a fait les belles années du label Blue Note, bien sûr, mais aussi du label Impulse et un peu plus tard CTI. Tous des labels qui ont été enregistrés en grande majorité dans le studio où j'ai pu enregistrer mon nouvel album, chez Rudy Van Gelder, à côté de New York, au New Jersey. Ouais. Vous avez passé combien de temps de votre vie à New York, Jean-François ? 25 ans. Ouais. 25 ans. C'était en temps partiel. Hein. Donc au départ, c'était entre New York et Bruxelles. Et puis après ça, c'était pendant 20 ans entre New York et Berlin. Et quand on est un musicien de jazz, on peut dire que c'est la Mecque du jazz, c'est là qu'il faut être ? Absolument, absolument. La scène du jazz à New York est absolument extraordinaire parce que tous les grands musiciens y sont basés en général. Et on a l'occasion de voir des gens qu'on ne verrait que dans des très très grandes salles en Europe. On peut les voir dans des tout petits clubs et on est à quelques mètres de distance et le contact est très facile, on peut leur parler après et c'est beaucoup plus direct, quoi. Et c'est important de vivre ça pour un musicien de jazz, je trouve. Est-ce que vous avez trouvé facilement et rapidement votre place à New York ? Parce que j'imagine que des guitaristes, il y en a quelques dizaines. Effectivement, oui. On peut dire quelques milliers, je pense. Assez rapidement, oui. En fait, je pense que du fait que c'est tellement dur pour tout le monde à New York, il existe une grande solidarité entre tous les artistes, entre tous les musiciens, et j'ai très très vite été accueilli par plein de gens qui me disaient « Ah, mais c'est bien ce que tu fais, tu devrais aller dans cet endroit-là et parler à un tel, c'est lui qui fait le booking et tu devrais rencontrer ce bassiste-là et cette chanteuse. » Le networking se fait de façon très naturelle là-bas et tout le monde est très ouvert pour partager tous ces contacts, ce qui me convenait très très bien. Mon caractère, c'est comme ça aussi en fait. Alors, vous avez commencé votre carrière notamment avec Toots Thielemans, que vous avez accompagné. Vous avez joué avec de très très grands noms, Lee Konitz et d'autres par exemple. Comment est-ce que vous arrivez à New York ? Vous pouvez raconter ça ? Mais la première fois que je suis allé à New York, en fait, c'est il y a très très longtemps, c'était en 1987. Et
j'avais des amis qui étudiaient à New York à ce moment-là, Eric Lénini et d'autres. Eric était dans mon premier groupe quand il avait 16 ans, moi j'en avais 19. Et donc il est parti à New York pour étudier. Et à ce moment-là, il y avait aussi Pierre Vaiana, qui est très célèbre pour des tas de groupes, dont l'Âme des Poètes en Belgique. Grand saxophoniste qui vivait avec sa famille à New York. Et il m'a gentiment invité à rester chez lui pendant une dizaine de jours pour mon premier voyage là-bas. Et donc, j'étais chez eux et j'avais ma petite base dans le Queens. C'était une maison de musiciens belges. Il y avait Chris Defort qui habitait dans la même maison. Et à l'étage du dessus, il y avait des sœurs jumelles, des pianistes classiques. C'était très, très chouette. Et donc, j'avais une base avec des gens que je connaissais. Je pense que c'est une bonne idée quand on va dans une mégalopole comme New York de ne pas partir sans connaître quelqu'un qui est là ou qui au moins peut vous donner des conseils et des contacts avant d'y aller, quoi. Voilà. Et puis après, il y a une gigantesque carrière. Je propose qu'on s'interrompe une petite minute pour voir déjà un premier extrait de ce nouvel album de Jean-François Prince. D'accord. Voilà, petit extrait de cet album, c'est le teaser, comme on appelle ça en termes de marketing. C'était Jérémy Pelt à la trompette. Ce sont que des musiciens new-yorkais sur cet album, à Oui, part c'est vous. ça. Oui, absolument. Danny, le pianiste, a vécu très longtemps à New York aussi. Il est maintenant basé à Vienne, mais on a tous enregistré à New York ensemble. Ouais. Ouais. C'était important d'enregistrer dans ce studio-là et pas ailleurs? Oui, c'est un studio où j'ai eu beaucoup de magnifiques expériences. En fait, c'est Rudy Van Gelder qui a créé l'esthétique sonore de tous ces grands labels dont on a parlé, qui était un génie du son et qui a continué à évoluer avec les nouvelles techniques. Et j'ai bien connu Rudy. J'ai enregistré chez lui plein de fois, mais jamais en tant que leader. Donc, c'était important pour moi de m'y retrouver et d'enregistrer mon projet à moi chez lui. Malheureusement, il nous a quittés il y a 6-7 ans, mais il a été parfait et extraordinaire jusqu'à la fin, en ce sens qu'il a légué son studio à son assistante, qui était son assistante depuis 25 ans, et donc il connaissait son studio par cœur, qui faisait tout depuis quelques années déjà, et qui continue vraiment dans son esprit. Et l'endroit est un endroit tellement mythique, je veux dire, on sent toutes les vibrations de tous nos héros qui étaient là, Herbie Hancock, Wayne Shorter, McCoy Tyner, John Coltrane, tous ces gens-là ont enregistré l'histoire de notre musique, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un style Jean-François Prince? Est-ce que vous arriveriez à le définir? Un style Jean-François Prince probablement, mais je pense plutôt une voix Jean-François Prince, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique en général. Je suis intéressé dans plein de choses différentes. J'ai grandi dans le magasin de disques de ma maman, et j'aime toutes les sortes de musique, parce qu'il y a des belles choses dans toutes les sortes de musique, pas que dans le jazz, évidemment. Et donc, pour moi, c'est important d'être toujours moi-même, d'avoir ma voix personnelle, de pouvoir exprimer mes idées de façon tout à fait individuelle, mais en respectant les styles différents, en respectant le genre de musique, en respectant les autres musiciens avec qui je travaille, et en faisant de la place pour tout le monde, et que tout le monde puisse vraiment s'exprimer ensemble et interagir. Ça, ce serait ce que je définis comme mon style. Pour moi, quand je joue du jazz et que je suis heureux, ça veut dire que tout le groupe me joue et moi, je joue tout le groupe. Ça, c'est vraiment la base pour moi.
Si je dis, moi, que dans le style Jean-François Prince, il y a d'abord de la vélocité et une remarquable technique et que vous êtes capable de traits extrêmement rapides. Et qu'il y a aussi cette notion, vous avez parlé de voix, moi je parlerais de chant, cette idée que la guitare doit un petit peu chanter. Est-ce que vous acceptez que ça puisse aussi vous définir ? Mais merci, oui, la vélocité, je ne sais pas, ça c'est la technique. Je ne peux jouer que ce que j'entends. Et j'entends plus rapidement que quand j'ai commencé, heureusement, parce que quand j'ai commencé, j'entendais pas des phrases très rapides. Je parvenais pas à jouer très vite. Mais ce qui est très important pour moi, c'est une respiration dans la musique. Et quand on joue un solo, quand on fait une improvisation sur un morceau, on raconte une histoire, en fait. On raconte sa version de l'histoire de cette chanson ou de ce morceau. Et donc, quand on raconte bien une histoire, on respire. Il y a de la ponctuation, il y a des dynamiques, il y a des tas de choses qui se passent. Et c'est nécessaire d'avoir quelque chose d'un peu vocal. Donc si vous me dites que ça fait penser à une voix, merci beaucoup, c'est un beau compliment. Alors je vous propose qu'on écoute d'autres extraits de cet album. Comme ça, on va pouvoir vérifier sur pièce si ce qu'on a dit est correct et si ça provoque le même écho chez ceux qui sont en train de nous regarder. Notamment aussi Jalel Sow au saxophone alto. On a fait un petit pot pourri avec des extraits de cet album. Jean-François Prince, il y a une majorité de reprises. Comment on sélectionne les morceaux? Alors on l'a vu, les signatures, il y a des grands noms, Wynton Marsalis et d'autres. Comment on condense un répertoire pour arriver à le faire entrer dans un album? Choix difficile? C'est un choix très difficile pour moi, toujours. J'ai toujours des listes absolument infinies de morceaux que j'ai envie d'enregistrer. Mais pour moi, ça devient très défini quand je sais exactement qui va jouer quoi. C'est-à-dire que j'écris mes compositions originales en général très peu de temps avant de les enregistrer pour la première fois, parce que c'est important pour moi de savoir qui va les jouer la première fois et d'imaginer leur son, d'imaginer la chimie qui va se créer entre ces différents musiciens. Et je pense à la même chose pour les arrangements. Donc, toutes les compositions qui ne sont pas de moi sur cet album, je les ai réarrangées d'une façon plus ou moins radicale. Et c'est aussi en fonction des gens qui vont les jouer, quoi. Donc je pense beaucoup à ça. Pour moi, le jazz, c'est un sport d'équipe.
Il faut vraiment laisser beaucoup de place et beaucoup de temps à ce que les autres vont apporter, parce que c'est extrêmement riche. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'enregistrements auxquels vous avez participé, Jean-François Prince? Pas exactement, non. C'est mon 8e album en tant que leader et je dois avoir fait une bonne 50aine d'albums qui sont sortis. J'en ai fait beaucoup plus qui ne sont pas encore sortis et qui ne sortiront peut-être jamais d'ailleurs, ça arrive souvent. Mais c'est pour ça que c'est difficile pour moi de vraiment mettre un chiffre exact. Ouais. Et 8e album en tant que leader, on va préciser que c'est chez Gam Records, c'est votre maison d'édition, c'est la maison d'édition de votre maman que vous avez reprise. Hein. Donc vous êtes maintenant un petit peu producteur. C'est ça. En fait, j'ai toujours été beaucoup producteur parce que j'ai fait des études d'ingénieur du son et le fait que j'avais grandi dans un magasin de disques, que je suis musicien et que je suis ingénieur du son, j'ai un peu 3 angles par lesquels je peux observer la musique. Et j'ai toujours aimé produire les projets d'autres personnes aussi, donc je l'ai beaucoup fait depuis le début. Alors ça s'appelle donc Blue Note Mode, c'est chez Gam Records. Vous allez prendre à votre gauche un 2e album qui se trouve sur la pile. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner de quelle musique on va parler maintenant avec ce disque, rien qu'en regardant la pochette? Rien qu'en regardant la pochette, pas vraiment. C'est une très très belle pochette. Lilac, The Holy and the Free. Le sacré et le libre. Et je vois une belle pochette avec des petits oiseaux qui sont occupés à avoir une conversation sur une branche d'arbre qui a été un petit peu coupée, mais les autres arbres autour sont bien, il y a de la nature, c'est beau. Non, je ne pourrais pas dire quel genre de musique c'est en voyant la pochette, mais c'est beau. Alors on va essayer de voir ce qu'on peut mettre comme autre adjectif que beau. On va accueillir Lilac. Bon, déjà la pochette est belle, ça démarre bien Lilac. Ah ouais, elle est belle. Ah ben merci, c'est gentil. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans la zone de bleu, tu vois. Ah, me présenter. Oui, on est dans les mêmes bleus, effectivement, c'est peut-être un signe. Me présenter, on dit de moi, je suis une sorte de troubadour musicien, parce que c'est vrai que en fait, tous mes albums, c'est des carnets de voyage que je ramène, donc c'est un peu le cliché du musicien, mais c'est la stricte vérité, qui part sur les routes avec sa guitare sur le dos. Et je m'inspire finalement des lieux que je rencontre, des gens que je rencontre, pour écrire. Et voilà, c'est un peu la marque de fabrique. Et effectivement, cette pochette, c'est aussi un voyage, puisque c'est une estampe qu'on trouve sur un temple bouddhiste du XIIIe siècle, à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge. Voilà. Magnifique. Donc petit souvenir de voyage que vous aviez ramené. Exactement. Ouais. Si on doit définir votre musique. Alors, c'est toujours compliqué de définir sa propre musique. Hein. Donc, je reprends un peu des mots que j'entends de gens. Moi, je fais de la musique, donc c'est plutôt de l'indie folk, un peu americana, donc de la musique acoustique, donc de manière générale, avec du violoncelle, de la guitare aussi. Il y a eu des évolutions en fonction des albums, mais là, il y a en l'occurrence batterie et un autre guitariste en plus de moi. Super. Pour cet album-ci. Donc, mais de manière générale, ouais, c'est une musique assez boisée, assez chaleureuse, qui s'inspire finalement de la nature, de tous ces voyages finalement que je... Est-ce qu'on peut dire de vous, Lilac, que vous venez plutôt d'un univers plus rock au départ, que vous êtes passé par le pop et que vous arrivez dans le folk? Ou est-ce que je fais un mauvais résumé? C'est un très bon résumé, effectivement. Moi, à la base, je suis clairement... moi, j'étais ado dans les années 90, donc voilà, c'était vraiment le... J'ai même... oui, c'est ça. Je me souviens d'un voyage à New York, pour rebondir, justement, où Nevermind de Nirvana venait de sortir. Ah, voilà. J'entendais les gens chanter dans la rue, etc. C'était le délire absolu. Donc moi, j'ouvrais des yeux grands comme ça. Donc effectivement, j'ai été bercé par ça, par toute la période grunge et compagnie. Et maintenant, on a pas mal de points communs sans le savoir. Je suis aussi un grand fan de jazz aussi. Mais c'est vrai que mes racines sont, puisque j'ai même fait le conservatoire en jazz, mais mes racines viennent du rock. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais plus de la musique acoustique, mais toujours inspiré finalement tout ça, la musique, c'est des mélanges, de toute façon. Donc, clair. Je voudrais, on va revenir quand même un instant sur cette pochette. On a le sentiment, pour ceux qui vous suivent depuis un petit temps, quand même, que tout ce qui nous raccroche à la nature,
à la paix, au respect de l'environnement. Ah ouais. Ça fait partie des choses qui vous animent album après album? Ah ben clairement, c'est vrai que moi, c'est pas un scoop, hein, mais je crois que le paradis c'est ici en fait. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'à travers mes voyages, plus j'ai voyagé finalement, j'imagine, ça doit être ton cas aussi, je ne sais, j'imagine, mais plus on se rend compte que finalement on a un petit bijou ici dans les mains, qu'on malmène méchamment. Ça c'est un sujet large et on va peut-être pas rentrer trop là-dedans, mais clairement, et c'est vrai que c'est assez extraordinaire, et c'est vrai que la nature de manière générale m'inspire parce que voilà, pour moi en fait l'homme moderne s'est un peu déconnecté finalement de cette nature, magnifique nature dont on fait complètement partie, on l'oublie complètement et dont on dépend 100%. Et donc c'est vrai que du coup, oui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est clair. Ah ben, on va voir un extrait de cet album. Le morceau s'appelle Breathe, respirer. Future to come, in the air that we breathe, in the sky way above. Faith in the children of the world, in the power of love, in the power of love. Tell me how to survive. Let me dive in the ocean wide. Just breathe. Voilà, Brief, respirer. On va demander à Jean-François Prince ce qu'il a pensé et de la musique et du clip qu'il vient d'apercevoir. C'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est c'est un sujet qui me touche très très fort aussi. Et je suis très très conscient de beaucoup de choses qui ne se passent pas, qui devraient se passer, qu'on devrait changer, qu'on ne change pas. C'est sûr. Et je veux dire, j'essaye de faire ce que je peux faire personnellement. Je suis devenu végétarien, je voyage presque que par train, si possible, des choses comme ça. Et j'adore, la musique est très très belle. C'est intéressant l'utilisation du violoncelle dans ce morceau-ci où ça sonne presque comme une guitare avec un bottleneck de temps en temps, un petit peu de distorsion. C'est très beau. Et les paroles sont magnifiques et tu chantes super bien. Et voilà.
Ah, c'est gentil. Félicitations. Merci. Non, c'est vraiment super. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Ah, c'est cool. Un petit mot sur le clip, peut-être. Lilac, Ouais. on voit de belles lumières d'automne, c'est en Wallonie. Alors oui. Alors c'est Lincoln Paradox Photographie qui a réalisé ce clip et c'est vrai que c'est un endroit assez incroyable. Je t'engage peut-être à le découvrir. On a l'impression que c'est un peu le Canada là, etc. Et en fait c'est le sud de la Belgique. C'est au barrage de Nice-Ramon. Ah ouais. Voilà. Et en fait, c'est simplement c'est là où les deux Ourthes, deux magnifiques rivières très sauvages de Belgique, là, se rejoignent. Et c'est vrai qu'on est sur un lieu. Moi, j'ai découvert ce lieu. Je me suis dit non, mais là, il faut absolument tourner un truc là parce que c'est magnifique. Vous êtes sensible à l'aspect visuel de votre travail, Lilac? Je pense que oui. Aujourd'hui, par rapport à ce que je viens de dire, en plus, ma musique est inspirée beaucoup du voyage, que ce soit, par exemple, quand j'ai fait un long road trip dans l'Ouest américain pendant plusieurs mois. S'inspirer des images, oui, les images, elles nous portent. On vit aussi dans une société de l'image à l'heure actuelle, mais je pense que ça porte aussi le propos et le message que j'ai envie de faire passer. Clairement, là, on voit un personnage c'est presque une quête initiatique, qui a envie de se reconnecter finalement et qui se transforme comme ça. C'est lié un petit peu d'ailleurs à ce voyage que je parlais aux États-Unis, là où je me suis plongé dans la culture en fait, des Indiens Navajo, la culture Navajo, et donc c'est vrai que c'est un petit rappel à ce côté tribal un peu de transformation. Ça rejoint aussi très fort d'ailleurs ma façon de travailler. On a beaucoup de points en commun parce que j'entendais Pierre Vaiana, je connais bien, j'étais avec son fils François, allié au conservateur de Liège, à suivre l'enseignement de Gareth List, un tromboniste justement new-yorkais qui a joué avec Miles Davis, avec plein de gens, qui nous inculquait comme ça l'improvisation libre. Il venait de toute la scène de free jazz en fait des années 50-60. Et cet état d'esprit finalement, et c'est ça que j'utilise presque pour composer, c'est cet état de transe, de quitter un peu tout autocritique, un peu comme un poète qui fait de l'écriture automatique. Donc, bref. Je m'éloigne, je m'égare un peu, mais voilà, c'est vrai qu'on est dans cette sphère-là, clairement. Ça m'intéresse, la trance. J'aimerais savoir si Jean-François Prince, quand on sent un solo, parce qu'on improvise en jazz, est-ce qu'on a encore la maîtrise de soi-même? On est conscient de ce qu'on fait ou pas? Conscient, oui, mais on ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de contrôler, on perd le flow et c'est fini. C'est terminé. En fait, c'est une espèce de truc qui passe à travers nous. On peut appeler ça de façon différente. Il y a plein de gens qui disent que c'est une espèce de connexion avec l'univers, d'autres gens qui disent que c'est Dieu, d'autres gens qui vont trouver des tas de raisons pour que ça se passe. Mais en fait, ce qui se passe, c'est un truc un peu schizophrène quand on est musicien, parce que quand on pratique, il faut qu'on soit vraiment très conscient de tout ce qu'on fait. On dit, OK, je vais jouer cette gamme-là, je vais faire cet accord-là, etc. Mais quand on joue vraiment, on n'a pas le temps de penser à tout ça. Non. Parce qu'on essaie aussi de rebondir sur ce que tous les autres font, etc. Et c'est une espèce de conscience, qui nous relie tous. C'est un champ d'énergie qui passe par nous tous. Et 2 plus 2, ça fait très, très souvent beaucoup 5. Plus que 5. Ouais, c'est ça. Non, mais ça veut dire, Jean-François, que vous ne pensez pas les notes avant de les avoir jouées? Non, je les entends. c'est plutôt des couleurs et des choses comme ça. C'est un peu comme une palette de peintre. Et on essaye de composer un tableau. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un tableau qui est composé par plusieurs personnes à la fois. Donc, c'est pas seulement un solo trip, mais un truc qu'on fait ensemble, quoi. Alors, je vous propose qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la palette de Lilac. On va le retrouver, mais cette fois-ci, c'est en live.
qu'est-ce qu'on vient de voir? Alors on vient de voir un petit extrait effectivement de Spirits of the Wild, donc un des morceaux de l'album, un peu plus teinté, il sent un peu la poussière du désert celui-là. et voilà, c'était au Botanique, puisque j'ai présenté aussi d'ailleurs, là c'était avant sans public, mais j'ai présenté l'album là au Botanique il y a quelques semaines. Ouais. Il y a une trame dans l'album, ça doit raconter une histoire? La trame, c'est souvent les voyages. Là, en l'occurrence, la trame, c'est finalement, c'est drôle parce que c'est mon 5e album et le premier album en fait a commencé en Asie du Sud-Est. Et finalement, ce 5e album, c'est presque un retour, c'est aussi en Asie du Sud-Est, au Cambodge. Pour moi, c'est aussi presque un moment assez important, parce que il s'avère que ma femme est à moitié cambodgienne, mes enfants sont un quart cambodgiens, donc c'est presque un retour aux sources. On leur montrait le Cambodge pour la première fois, et donc ça, c'est évidemment particulier dans mon cœur, cet album-ci, et voilà. Donc, mais effectivement, c'est toujours teinté évidemment de ces voyages. Alors même si c'est teinté dans l'énergie plus que dans l'esthétique, parce que je me suis pas inspiré de la musique cambodgienne en tant que telle vraiment pour écrire cet album, mais des rencontres et de l'énergie simplement des lieux que j'ai pu voir, quoi. Je voudrais qu'on parle des concerts à venir. Donc l'album de Lilac s'appelle The Holy and the Free. Les prochains concerts, il y en a un le 27 avril tout près de Bruxelles, ce sera au Cali Club, c'est à côté de Drogenbos. Et puis vous avez 2 grosses dates. Le 22 juin, ce sera la fête de la musique. Vous serez à Namur, voilà. Et le 20 juillet, vous serez au Francofolie de Spa. On a un petit peu le trouillomètre à zéro quand on va jouer au Francofolie de Spa, ou ça va? Alors d'abord, j'ai eu la chance déjà d'y jouer pas mal de fois, donc ça c'est plutôt. Mais bien sûr, hein, je vais pas avoir la prétention. Jacques Brel était malade à chaque fois avant de monter sur scène, donc si lui était comme ça, j'aurais pas la prétention. Je crois que les gens qui disent qu'ils n'ont pas le trac, soit ils sont, je ne sais pas, ils viennent peut-être pas de cette planète, ou alors, ou je sais pas, mais non, mais je pense que ce qui est important, c'est de toute façon, c'est transformer cette énergie. En fait, c'est une énergie, une certaine tension, mais de la transformer en énergie positive pour pouvoir justement communiquer avec le public et rayonner à fond. Mais oui, non, toujours un peu le stress, bien sûr. Ouais. Jean-François, du stress aussi, ou quand on est musicien de jazz et qu'on joue presque tous les soirs dans un club, ça finit par disparaître? Non, ça ne disparaît jamais. Et en fait, c'est une énergie qu'on peut utiliser pour la musique, en fait. C'est-à-dire qu'on est nerveux avant de monter sur scène, et puis on monte sur scène, et puis ça donne un petit rush d'adrénaline, et on surfe dessus, quoi. Et c'est une très, très belle énergie. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus dur à jouer dans un petit club devant peu de gens que dans des grandes salles. Et moi, j'ai eu la chance de faire les deux. J'ai bien sûr joué dans beaucoup de clubs de jazz où on peut presque sentir chaque présence dans la salle, ce que j'adore. Mais j'ai aussi joué devant 33 000 personnes à Potsdam, dans les jardins de Sans Souci, ou bien devant 20 000 personnes en duo avec Judy Nimac à Taipei, à Taïwan, dans le parc. Là, c'était incroyable. Et il a commencé à pleuvoir, je me suis dit, les gens vont partir. Eh bien non, on a vu apparaître 20 000 parapluies, c'était magnifique. Et donc, bien sûr, on se sent nerveux avant de monter sur scène, c'est normal, et ça veut aussi dire que c'est important ce qu'on fait, qu'on y met son cœur, et qu'on a, je ne vais pas dire qu'on a peur, mais on se soucie de présenter ce qu'on fait de la meilleure façon possible. Et surtout de la partager avec les gens, parce que ça c'est le plus important, c'est partager avec le public et leur donner un moment, parce que c'est notre mission dans le monde, c'est de communiquer avec les gens, bien sûr comme ça en direct, mais aussi à un niveau beaucoup plus inconscient, à un niveau beaucoup plus humain que toutes les autres communications qu'on reçoit tous les jours et qui nous agressent plus qu'autre chose, quoi. On va signaler que la présentation de votre album Blue Note Mode, ce sera notamment à Paris, dans une salle qui s'appelle le New Morning, ce sera le 25 mars, que vous emmènerez d'ailleurs quelques musiciens belges dans vos valises, puisque les New-Yorkais sont difficiles à faire venir
souvent et facilement en Europe. Il y aura notamment Jean-Paul Estiévenard, Eric Lénini, Reggie Washington qui réside à Bruxelles, Ouais. qui vous accompagneront pour ce voyage à Paris. Vous viendrez le présenter à Bruxelles quand même, cet album? Oui, oui, bien sûr, on viendra le présenter. Il y a plusieurs dates dans les carnets, mais qui ne sont pas encore officielles, donc on ne peut pas encore en parler. Voilà. Et puis on peut vous voir régulièrement en club aussi, dans d'autres formules, mais pas forcément avec le répertoire exact de cet album. Voilà. Il faudrait Mais on qu'on- reviendra avec les Américains, hein. Mais là encore, pour un souci aussi écologique, on ne va pas faire venir tous des musiciens de New York pour un concert. On ne fait pas ça. Donc, si on le fait, c'est qu'ils sont déjà en Europe à ce moment-là et on va faire probablement une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines de tournée ensemble. Mais on essaie de grouper tout ça et on prend des trains et on s'arrange, quoi. Alors, je voudrais que vous preniez toujours à votre gauche 2 ouvrages qui sont de la bande dessinée, et je vais vous proposer de rencontrer Max de Radiguez. Ah, super. Je t'en passe un. Merci. Salut. Bonjour. Alors, je vois que vous êtes partagé les bandes dessinées. Qui a pris quoi? Moi, j'ai l'original. Ah, non, tu est-ce sais, que vous êtes sûr du titre? Orignal, Orignal. Orignal, pardon. Ah, j'ai fait. Ouais, pardon, désolé. Ah bah J'ai vu voilà. un peu vite là. Alors, définissons déjà Je suis pas dyslexique, hein, ce mais- qu'est un orignal. C'est moi qui dois aller. Bah, Ah, moi, je sais ce que c'est un Ouais, moi élan. aussi. Donc c'est juste que c'est le terme qu'on utilise au Québec. Voilà. On va expliquer d'abord qui vous êtes, Max de Radiguez. Si on dit auteur de bande dessinée, on a tout dit, on peut être plus précis. Oui, ça. Donc moi, je suis un peu l'intrus. Je suis pas musicien. J'ai vaguement eu des groupes de musique étant ado et jeune adulte, mais quand ça dépassait le punk rock et le hardcore, c'était fini pour moi parce que je suis le genre de gars qui tape pas en rythme dans les concerts et tout ça, donc j'ai vraiment un petit souci avec la musique. Et donc voilà, du coup, je fais du dessin et je fais de la bande dessinée, donc je suis auteur et j'écris les histoires et je dessine. Et puis en plus de ça, je suis aussi éditeur, donc voilà, je suis un peu de tous les côtés. Ouais, on reparlera Super. de ça tout à l'heure. On va rester sur Orignal, la première bande dessinée. Ça raconte quoi, Orignal? On va voir quelques images en même temps que vous nous décrivez un petit peu l'histoire, Max de Radiguez. Oui, donc c'est une histoire super joyeuse parce qu'on suit l'histoire d'un enfant qui s'appelle Joe et qui se fait harceler à l'école. Et donc, il a trouvé comme solution plutôt que de prendre le bus et de se faire embêter dans le bus tous les matins, de traverser les bois pour aller à l'école. Et il arrive du coup toujours un petit peu en retard, mais ça lui offre un moment un peu de calme et de tranquillité où il peut observer la nature, voir des animaux et tout ça, on se rejoint un peu. Et donc voilà, c'est un peu son moment de paix dans sa journée, mais à l'école, c'est un peu l'enfer pour lui. Et donc voilà, on va suivre son quotidien dans cette école. Ouais, il y a donc un méchant qui harcèle notre pauvre Joe. Ça se passe au Canada, ça se passe pas par hasard au Canada. Oui, en fait, moi, je suis resté 1 an dans le Vermont. J'ai fait une résidence d'auteur de bande dessinée. Donc, j'étais dans un tout petit village au milieu de la montagne où il y avait juste une route. Il y avait 2 bars, mais il y en a un où il n'y avait que les motards qui pouvaient y aller. Donc, j'avais pas le droit de rentrer. Donc, il y avait un bar Il où je fallait pouvais s'acheter aller. une moto. mais Voilà, c'est ça. Et voilà, donc c'était un tout petit village. Et j'ai passé 1 an là-bas. Du coup, j'étais tout près. J'étais à quelques heures de train de New York. J'étais pas loin de Montréal. C'est Et, superbe, le Vermont. Ah oui, c'est incroyable. C'est C'est magnifique. vraiment un endroit hyper beau et les saisons sont incroyables. Et donc, au bout d'1 an, je suis rentré en Belgique. Je suis reparti quelques mois à Montréal. Et c'est là que j'ai commencé ce récit, Orignal, d'où le nom Orignal. Et aussi, d'où un peu le dessin. Toutes les maisons font un peu penser à la Nouvelle-Angleterre et tout ça. Ouais. Ça vous inspire quoi comme commentaire, ces dessins que vous venez de voir, Jean-François et Lailac? Mais moi, j'ai une grande culture de bande dessinée qui m'a énormément influencé. Je ne connais pas encore les œuvres de Max, donc je me réjouis de les découvrir. Parce que comme pendant que j'étais aux États-Unis et en Allemagne, j'ai malheureusement un peu perdu les nouvelles sorties, etc. Mais je me réjouis de découvrir quelque chose de nouveau. Ça a l'air super, ça a l'air très intéressant. Ouais. Il y a une école américaine, une école européenne et une école belge, Max de Radiguez. Vous vous raccrochez à une école, vous, ou pas du tout? Bah, je pense que les lignes sont de plus en plus floues. Je pense que c'est comme en musique, tout se partage tellement qu'en fait, ça devient... Tout le monde s'influence. Après, moi, j'ai eu une grosse influence de la bande dessinée nord-américaine parce qu'ils sont dans quelque chose plus avec une espèce d'économie de moyens dans le dessin.
la pratique de la micro-édition, parce qu'aux États-Unis, si tu fais pas du super-héros, ben, c'est quand même difficile d'exister, donc ils font beaucoup de fanzines, voilà, des choses photocopiées. Et moi, je me raccroche vraiment à ça, au côté un peu bande dessinée alternative. Ouais. Mhm. On va préciser, Orignal, au départ, ça sort morceau par morceau. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Donc du coup, la plupart de mes livres, Orignal et Bâtard, ils sont sortis en fanzine d'abord. Donc c'est vraiment des petits feuillets photocopiés que j'envoie par la poste aux gens qui s'abonnent. Et Orignal, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé ce récit quand j'étais à Montréal. Et j'allais voir des amis dans un festival à Toronto. Tous des amis américains qui n'avaient pas beaucoup lu mes bouquins parce que mes bouquins ils existaient en français et pas en anglais. Et donc je me suis dit, mais je vais faire un petit fascicule voilà, photocopié. J'ai évidemment eu cette idée quelques jours avant de partir, donc j'avais pas trop le temps de réfléchir. Je me suis dit, je vais juste faire une scène d'un enfant qui court dans les bois, qui a peur, qui se retourne et il a tellement peur, il a tellement couru qu'il vomit et puis il se fait éclairer, il arrive au bord d'une route et il se fait éclairer par les phares d'une voiture. Et donc il n'y avait pas de texte, il n'y avait aucun enjeu dans l'histoire et j'ai imprimé ça. Il fallait mettre un titre et comme j'étais aux États-Unis, enfin j'étais au Canada, j'ai mis Moose parce que je trouvais que c'était joli, donc Orignal en anglais. Et j'ai mis un petit numéro 1 parce que je me disais que ça faisait bien. Et le problème quand on met un numéro 1 sur quelque chose, c'est que les gens veulent un numéro 2. Bah ouais. Et donc voilà, j'ai dessiné un deuxième, mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas habillés pareil. Est-ce que ça se passait avant ou après? Et donc j'ai construit un peu ce récit de manière en improvisation. Et en travaillant séquence par séquence, et à un moment, je me suis rendu compte que je parlais d'harcèlement scolaire, et j'ai commencé à avoir une espèce de vision de vers quoi je voulais aller, et donc après, c'était comment construire un récit pour aller jusque-là. Et ça veut dire que vous n'aviez pas l'idée de départ quand vous commencez, et qu'en fait, vous avez plutôt commencé par la fin de l'histoire, et vous avez rajouté le début après. Voilà, ça. Mais moi, j'aime bien travailler, me mettre un peu en danger, parce que quand on fait de la bande dessinée, donc contrairement à un morceau de musique qu'on va jouer pendant quelques dizaines de minutes, et puis que ça s'arrête, moi, je vais travailler sur un morceau voilà, sur un album, et je vais travailler dessus pendant un an et demi, et je vais écrire quelque chose, et puis je vais le dessiner pendant des mois et des mois. Et donc, parfois, j'ai peur de perdre l'énergie, de plus être très confiant dans ce que je fais, de remettre en question. Et donc, travailler morceau par morceau, et travailler des petites séquences, et de les additionner petit à petit, ça permet de se mettre un peu en danger et de rebondir et d'évoluer avec son projet, quoi. Mais c'est marrant parce que j'entendais comme le mot improvisation. Finalement, on a quand même un lieu en commun tous les trois. Le jazz, alors les gens savent bon, ici il y a du swing, du blues et de l'improvisation, on dit que c'est un peu du jazz, mais ma façon de composer, c'est un peu, je me reconnais tout à fait dans ta manière de travailler, parce que aussi pareil, moi c'est un peu comme l'écriture automatique, et après je retravaille, mais je reste assez proche des premiers jets, de temps en temps je réécoute les premiers enregistrements pour pas m'éloigner finalement de cette spontanéité qui... Voilà, donc j'ai l'impression qu'on est un peu assez proche. Oui, il y a tout à fait ça. En dessin, on a ça aussi, parce que moi, du coup, je vais écrire toute l'histoire, au fur et à mesure, dans des carnets. Mais donc, comme c'est du dessin, je peux pas, j'écris pas un texte, quoi. Je mélange texte et image directement. Je dessine des cases et qu'est-ce qu'il y a dans les cases et tout ça. Et quand on les remet au propre, souvent, ça se fige un peu, ça devient moins intéressant. Donc, il faut essayer de retrouver cette espèce d'énergie du brouillon pour que le dessin soit vivant, quoi. Donc il y a un peu de ça aussi. Absolument. Ben, moi, je travaille comme ça en studio aussi. En fait, tout l'album a été enregistré en 2 jours, et pour 12 morceaux. Ah oui, wow. Et donc, on travaille les morceaux, on les découvre un peu en studio, et puis on fait maximum 2 takes par morceau, tu vois, souvent 1, parce que ça garde une ambiance live, ça garde une ambiance... on parlait tout à l'heure... avec Fabrice du fait que certaines personnes ont besoin d'un public pour exprimer des choses, et quand ils doivent le faire tout seul dans une pièce, c'est différent. Frank Sinatra, par exemple, quand il enregistrait, il avait un public dans le studio. Il chantait pour les gens. Et moi, j'essaye de garder cette ambiance live aussi en studio quand j'enregistre avec les autres musiciens, parce que ça a une espèce d'énergie vitale qu'on perd sinon. Oui, ça, il y a une fraîcheur. Je disais, ouais, c'est ça. je ne suis pas obsédé par Jacques Brel, hein, mais ça, en l'occurrence, lui pareil, c'était une take, Ouais, c'est ça. une prise,
et puis terminer. Parce que c'est vrai que l'émotion originelle a tendance à se diluer si on la fait sur plusieurs. Donc vous êtes tous les trois d'accord avec l'idée que ça ne doit pas être parfait, qu'on doit accepter une petite imperfection pour que ce soit authentique. La beauté, c'est justement une des parts d'imperfection. Sinon, c'est l'intelligence artificielle. C'est pour ça que moi, je ne crois pas vraiment que l'intelligence artificielle pourra remplacer l'art. Non. Max de Radiga, je voudrais qu'on vienne si vous voulez bien, quand même sur Orignal, parce que c'est une histoire de harcèlement. D'abord, j'aimerais que vous expliquiez si, pour vous, c'est dessiné pour les enfants, pour les ados qui pourraient être confrontés au phénomène, s'ils peuvent le lire, si vous vous adressez plutôt aux adultes, aux parents, est-ce que vous avez eu conscience de ça dans votre processus de création? Et puis, je voudrais quand même qu'on dise quelque chose sur ce qui peut relever de l'imaginaire. C'est-à-dire que quand on lit Orignal, il y a un moment où on se demande si votre personnage de Joe, il est encore dans la réalité ou est-ce qu'il est passé du côté de l'imagination? Et on se demande même si la fin de l'histoire, elle est réelle ou elle est fantasmée. Vous jouez avec ça? Oui, alors du coup, il y a beaucoup de questions dans une question. En fait, donc déjà, moi, j'ai un dessin, donc contrairement à plein de dessinateurs qui sont un peu virtuoses, qui savent faire plein de choses différentes, moi, j'ai vraiment un seul dessin dans la main et que je raconte une histoire pour enfants ou que je raconte une histoire super violente, je vais avoir exactement le même dessin. Donc je sais vraiment, donc c'est vraiment la manière dont je vais raconter, le rythme que je vais donner à l'histoire qui va donner un ton au récit. Mais le médium que j'utilise, le dessin, il est toujours le même. Et donc c'est vrai que mon dessin, il a un côté un peu mignon, un peu naïf, un peu simple. Et du coup, souvent, on a l'impression que c'est de la bande dessinée jeunesse. Pour moi, quand j'ai fait Orignal, pour moi, c'était vraiment un récit adulte, parce que c'est un récit qui est très dur, c'est un récit qui est assez amoral dans la fin qu'il a. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'ados qui s'en emparent, et que, comme c'est un livre qui est assez dur, ça permet d'ouvrir un dialogue, et ça peut décoincer certaines choses parfois. Et donc, c'est vrai que dans ma tête, c'était un livre adulte, et finalement, c'est un livre qui s'adresse un peu à tout le monde. Et vous êtes d'accord sur cette frontière ténue entre l'imagination et la réalité? Oui, tout à fait. Après, c'est le but de la fiction. Hein. Donc, nous, on est... Moi, en plus, comme j'ai un dessin qui est extrêmement... j'essaie de retirer tout ce qui n'est pas utile, quoi. Donc, pour moi, dessiner, c'est un peu difficile. Déjà, c'est pas quelque chose dans lequel je suis super à l'aise. Et donc, je me suis rendu compte que plus j'enlevais des choses, plus c'était clair pour le lecteur. Less is more, Miles Davis. Yes. Voilà. Même chose. Et moins il y a de choses aussi, plus le lecteur peut se projeter dedans. Et donc, dans mes récits, il y a énormément de silence, il y a énormément de choses que je ne dessine pas ou que je ne dis pas. Et donc, ça permet au lecteur de remplir le récit. Donc, moi, j'ai l'impression que je fais la moitié du travail et que le lecteur fait l'autre moitié. Et donc, oui, l'imagination est évidemment une part importante. Et dans ce bouquin, il y a beaucoup d'interprétations suivant les lecteurs. Et, tout le monde est super catégorique, tout le monde a une vision du livre. Et en effet, parfois, il y a un Orignal qui est assez majestueux dans le bouquin. Et il y a des gens qui sont persuadés que l'Orignal n'est qu'une fantaisie et que c'est une métaphore de toute la frustration de cet enfant. Ouais. Alors, je voudrais qu'on dise quand même, il nous reste 3-4 minutes, qu'on dise un mot de l'autre ouvrage qui s'appelle Bâtard. Là aussi, on va voir des images. Vous avez parlé d'amoralité tout à l'heure. Là, on est en plein dedans, hein? Oui, tout à fait. Je suis un gars sympa. Ouais. Ça raconte quoi? Non, mais donc, du coup, dans Bâtard, on est vraiment dans un récit un peu plus corsé. En fait, moi, je fais toujours des bandes dessinées où je m'intéresse aux relations entre les personnages. Et donc, les gens qui m'entourent, les gens avec qui je travaille, tout ça, ils se fichent toujours un peu de moi en disant que je suis un peu fleur bleue, que je fais, tu vois, je suis un peu le John Hughes de la BD, comme ça, je fais toujours des récits sur les ados et leurs problèmes et tout. Et donc, je m'étais dit, je vais faire un récit super corsé, et en fait, finalement, je fais quand même un récit qui est une relation entre des personnages. Donc, on ne peut pas échapper à ce qu'on est, je pense. Et dans Bâtard, heureusement. on suit une mère et son fils on comprend assez rapidement qu'ils ont assisté à un braquage, et donc ils ont le coffre rempli de billets, et ils sont en fuite, en cavale sur les routes américaines. Et donc voilà, tu parlais de voyage. Là, ça s'est fait suite à un voyage que moi j'ai fait. J'étais rendre visite à un ami qui habitait San Francisco et qui se mariait au Nouveau-Mexique. Donc j'ai loué une voiture, j'ai traversé toutes les États-Unis, et c'était un super voyage, et je me suis vraiment servi de ce voyage. C'est tous les décors que j'ai vus pour faire ce récit.
Il y a à la fois du road movie, à la fois du thriller, il y a de l'hyperviolence aussi, même si le dessin est naïf, l'histoire, elle est quand même un peu sanglante. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vient de dire Max de Radiguez, Jean-François Prince et Lilac? Il y a quand même des choses, il serait presque un musicien, ce garçon. Bah ouais, c'est Absolument. ça. J'ai l'impression de m'entendre parler quand il parle de traverser l'Ouest américain. Là, c'était pour mon album Buffalo Spirit. Ah non, mais ouais, c'est rigolo comme on peut voir finalement. On se connaissait pas et on a tellement de points communs. Mais oui, mais rigolo, c'est quoi. raconter des histoires, quoi. Hein. C'est C'est ce ça. qu'on essaye tous de faire. Et en fait, ce dont tu parlais quand tu disais que tu simplifies le dessin au maximum et que tu laisses de l'espace, etc., ben c'est la respiration, quoi. C'est la même chose. Donc, les silences sont parfois très évocateurs en musique aussi. Et tous les grands musiciens que j'aime écouter, en général, il y a beaucoup de place, justement pour l'imagination de l'auditeur et pour se projeter dans leur univers et partager ce moment avec eux. Et donc ça, c'est un truc, moi j'adore, je vais lire ça avec beaucoup d'attention d'ailleurs, j'adore ouvrir un livre et tu te retrouves tout de suite dans un autre univers et tu es parti, quoi. Ça te prend par la main et tu es parti. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec la musique aussi, je pense. C'est clair. Non, tout à fait d'accord, c'est exactement ça. On est peut-être tous un peu, je disais qu'on dit souvent de moi que je suis un troubadour, mais on est tous un peu des griots troubadours quelque Ouais. part, c'est un peu ça. On essaye de partager un ressenti, une émotion et susciter une réflexion sans doute. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'époque des troubadours, ils étaient les porteurs de la vérité, de ce qui s'était passé ailleurs, pour partager ça avec les gens suivants qu'ils rencontraient. Donc je pense aussi qu'on a un rôle à ce niveau-là, de rester dans notre authenticité et dans comment nous on vit les choses et partager ça avec les autres. Ouais. Quoi. Soyez authentique, ça va être la conclusion de cette émission. Juste encore un tout petit mot, Max de Radiguez, parce que c'est aussi sorti Bâtard sous forme de fanzine. La nouveauté, c'est une réédition, c'est en couleur, hein, cette fois-ci, alors que jusqu'à présent, il avait été publié en noir et blanc. Voilà, ça. Donc c'est deux livres qui existaient déjà, qui étaient en noir et blanc et qu'on a remis en couleur et ça donne vraiment une nouvelle dimension au livre, ça leur donne une nouvelle vie. Merci à tous les trois, Lilac, Jean-François Prince, avec leurs albums et leurs concerts à venir, Max de Radiguez avec les 2 rééditions de Bâtard et Orignal. On va vous proposer un petit coup de poing dans la figure maintenant, si vous êtes d'accord. On va écouter Clémence en flammes, c'est une slameuse. Elle va nous parler de violences sexuelles, donc accrochez-vous. Si vous n'avez pas envie d'entendre, passez à autre chose. Si vous avez envie de vous ouvrir les yeux et de savoir ce que ça représente, vous allez pouvoir écouter La pharmacie du mélo. J'ai perdu mes mots. Je sais pas où je les ai mis, sans doute dans un truc qui m'a ému, mes notes, mes mémos, ou peut-être une de ces chansons émo, avec des paroles sinistres, un thème triste mais un refrain festif, sur un beat intempestif, avec un débit intemporel et poncif qui bloque mon regard pensif. Je ne vois rien quand je chante, je n'entends rien quand je danse. Danse au sol pour ramasser mes mots. Pense ma soul et le ramassis de mes mots. Pense aux salles et à la pharmacie du mélo que j'ouvre au milieu d'une corée pour avaler sous forme de cachet la réalité que je me cachais. Tes doigts m'ont gâché. De tes doigts, mon être t'a taché, de tes doigts, tu as tracé. À l'encre invisible sur mon corps indivisible, les lettres V, I, O, L, qui me fêlent, que j'ai frotté à la javel, désinfecté au gel hydroalcoolique, mais il n'y a pas de hic, je ne vois rien. Quand je chante, je n'entends rien quand je danse. Danse au sol, pense ma soul, pense au sel sur mes plaies qui me fêlent, qui m'ont fêlé le soir où tu m'as. Le soir que j'ai voulu oublier. Tel un cliché obnubilé par la lumière bleue des stroboscopes. Et la musique qui me fait comme un stéthoscope amplifie les sauts de mon cœur qui se pétrifie. Qui se syncope, qui se
putréfie qui se télescope. Quand dans la rue je croise un gars qui porte les fringues que tu portes. Quand en soirée je te vois claquer la bise à mes potes. Quand mon cœur à contre-cœur se téléporte dans la pharmacie du mélo. Ou toi, pharmacien carnassier, tu me dis « Bah, hello !» Et de tes doigts m'administre sur une putain de musique d'ascenseur triste, une pilule bien dure à avaler, une ascension au statut de personne violée, de survivante, et puis la descente. Mais je ne vois rien quand je chante. Je n'entends rien quand je danse. Danse les mains vers le ciel, chante vers le ciel, vers celui ou celle que je suis depuis. La pharmacie du mélo, texte de Clémence en flamme. Clémence en flamme, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux où elle indiquera toutes ses prestations à venir. Elle met également des vidéos, un certain nombre de textes. Elle est notamment sur Instagram et sur Facebook. Et notez qu'elle sera le 9 mars à l'Archipel 19, c'est le centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe. C'était Connaissez-vous ? Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.